Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur FestiTV, FestiTV 2011. Comme d'habitude, nous sommes ensemble sur le plateau de l'Espace Alia, aujourd'hui pour une rencontre autour de l'improvisation théâtrale. Alors, pour en parler, j'accueille trois compagnies qui sont sur le off d'Avignon 2011. D'abord, la compagnie L'Improdrome pour le spectacle Impro à chaud avec Jean-Claude Cassard et Johan Kor. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Également la compagnie des Sherpas pour duo d'impro. Vous êtes Laurent Pitt et David Beau. Bonjour. Bonjour. Et enfin, les flibustiers de l'imaginaire, Émilie Fialon et Romain Ballereau. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, le point commun entre ces trois compagnies, vous allez me contredire si ce n'est pas le cas, vous jouez avec les mots du public. Alors, peut-être que le mieux, avant de commencer, ce serait que vous nous disiez très rapidement en quoi consiste votre spectacle, par exemple l'Improdrome. Eh ben nous, quand le public arrive, il écrit les thèmes sur un papier que l'on tire après, en direct, sur scène. Et la particularité, c'est qu'en plus du thème, on va nous rajouter une catégorie pour pimenter. Donc c'est ça un peu le principe de Impro à chaud. Une catégorie pour pimenter, c'est-à-dire? Alors les catégories, ça peut être une chantée, ça peut être à la façon de Molière, ça peut être avec accessoires, ça peut être zapping, c'est-à-dire que chacun propose un début d'impro et l'auteur du thème va choisir. On en a toute une série qui change tous les soirs. C'est une contrainte supplémentaire qu'on se rajoute, puisqu'en fait en impro on fait de la création dans la contrainte. On ne se jette pas complètement dans le vide, hein. On a quelques éléments, les thèmes du public, là c'est ce qui est notre point commun. Et dans les catégories qu'on rajoute sur un Impro à chaud, ça peut être des contraintes de forme ou de fond. Soit on va jouer une improvisation à la manière donc d'un auteur, ou alors on va se rajouter une catégorie qui va nous obliger à avoir une structure particulière dans l'improvisation, soit par exemple la jukebox, où on va prendre des chanteurs qui sont connus auprès du public, on se fait toute une liste et on doit improviser en tenant compte des airs qu'auront interprété ces chanteurs. On doit improviser dessus. Combien êtes-vous sur scène? On est trois. Trois. Alors, le duo d'impro, à l'évidence, vous êtes deux. Comment ça se passe? 14 sur scène. 14 sur le duo d'impro, c'est 14 personnes sur scène tous les soirs. Tous les soirs. C'est une grosse logistique d'être deux sur un duo à 14, c'est pas toujours évident, quoi. Oui. C'est des relations qui sont parfois un peu tendues entre les. Voilà, parce que forcément, dans les 14, il y en a toujours qui veulent faire partie du duo, quoi. Voilà, c'est ça le duo d'impro. Concrètement, c'est des personnes du public que vous invitez ou alors vous êtes... Non, on est deux sur scène. On est deux sur scène et c'est un petit peu le même système que l'Improdrome. Le public remplit des... Tu m'arrêtes tout de suite. Hein, si on plagie l'Improdrome depuis maintenant une quinzaine d'années. En fait, c'est eux qui ont inventé ça. Ça n'existait pas avant et maintenant on les a copiés évidemment. En mieux. Non, je plaisante. Les flibustiers de l'imaginaire, vous les plagiez également? Alors nous, c'est complètement différent. Comme nous sommes des flibustiers, nous abordons le public en leur demandant des mots. D'ailleurs, on leur dit un mot ou la vie. Généralement, ils choisissent le mot. Alors, c'est un seul mot et non pas des thèmes mis sur des papiers. C'est un petit peu la différence. La deuxième différence, c'est que l'on propose des extraits d'histoire, des débuts de scénario. Et là, la personne qui a donné le mot choisit l'histoire qu'il préfère. Et nous allons développer ensuite ce début de scénario. Et ça, très souvent, c'est un peu à ta défaveur. Au moment le choix du public. Oui, c'est là où il y a un peu une... Si on a des enfants, il faut faire plutôt des impros d'enfants. Si on a plutôt des intellectuels, on va mettre des auteurs comme Brecht. Très bien. Alors, je vous propose à présent d'avoir un aperçu un peu plus de ce que recouvre l'improvisation en général, de manière peut-être un peu plus théorique avec Annabelle. Bonjour Annabelle. Bonjour moi. Alors, parce que l'improvisation, exactement, l'improvisation au fond, on peut voir ça un petit peu comme une branche du théâtre contemporain. C'est souvent ce qui en est dit. Est-ce que c'est véritablement le cas? Eh bien non, pas du tout, puisque l'improvisation découle. C'est improvisé. Ça a été préparé, ça, ce petit enchaînement-là, non? Eh bien non, pas du tout. Mais non. Je rebondis là-dessus pour te dire que pas du tout. Wikipédia est formel. Alors, allons-y. Alors, on est parti. Donc alors, tout d'abord, improviser, c'est accomplir une action sans y être préparé. Donc concrètement, au théâtre, c'est produire une performance ou un spectacle dans l'instant. En intégrant positivement donc, les suggestions du public, comme vous en avez parlé. Et alors ça remonte à une longue tradition populaire dans l'Antiquité romaine, avec notamment les pantomimes et les athéianes. Ça arrive toujours, pantomime. Et les athéianes, donc à l'époque romaine, qui ont été ensuite institutionnalisées avec la Commedia dell'arte au XVIe siècle en Italie, ou Commedia all'improviso, qui s'opposait au théâtre sostenuta, c'est-à-dire classique, avec un texte institué. Et donc la Commedia dell'arte, concrètement, c'était une farce avec un canevas qui servait un peu de fil de fond.
et par-dessus lequel des personnages stéréotypés construisaient un dialogue improvisé. Et alors aujourd'hui, l'impro, qu'est-ce que c'est? C'est donc des spectacles d'improvisation qui sont constitués d'une succession de petites improvisations. Il y a les matchs d'impro qui ont été institués dans les années 70 au Canada et les cafés-théâtres. Alors l'improvisation théâtrale, c'est le moment où fusionnent dans le personnage de l'acteur tous les rôles, à savoir l'auteur, le metteur en scène, le scénographe et donc l'acteur. Et ça a été théorisé notamment par Keith Johnston en 1999 qui publie Improv for Storytellers. Voilà. C'est l'impro pour les nuls en fait. La traduction c'est l'impro pour les nuls. Je crois. Voilà. Voilà. Est-ce qu'on peut continuer en anglais par contre? Vous êtes d'accord tous? Bah oui, des extraits du livre. Pourquoi continuer en anglais? Ok, fine. C'est fini? C'est fini? King Johnstonian. What are the main mechanics Ne regarde of, pas tes notes, hein, tu le of fais en improvising? Alors oui, mais voilà. Repeat again, please. What are the basic mechanics of improvising? I don't know. It's Like the just best rules. exchange between him and me, you know. Ouais, bah, nous, ouais, ce qu'on fait, bon déjà en général ce qu'on fait c'est qu'on met des plantes derrière nous quand on va dans un endroit. We put some plants Plus concrètement, est-ce qu'il y a une trame? yeah, try. Ah non, 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 pas de trame. L'impro, ça n'est pas préparé? Impro total. Non, la seule chose que je disais tout à l'heure qu'on préparait, c'était les catégories qu'on va rajouter au thème. Ça, c'est préparé parce qu'il faut les connaître, ces catégories. Elles ont une façon d'être jouées, donc la Molière, si on ne l'a pas préparée avant, on ne peut pas la faire. Donc ça, c'est le seul truc qui est préparé. Mais après, à l'instant, quand vous dites, on joue sur l'instant et il n'y a pas de fil conducteur. Des fois, on se permet de faire un coaching, c'est-à-dire qu'on se réserve quelques secondes de réflexion, mais qui fixe peut-être une direction. Mais c'est quelque chose d'assez léger. C'est léger, comme ça va être un personnage, ça va être un lieu, ça va être, je sais pas, une contrainte, une intention. Mais il y a toujours une histoire, un début, un conflit, une conclusion. C'est pas une trame, Il y a ça? deux types de choses auxquelles doit veiller le comédien quand il improvise. Et ça, je crois que c'est vraiment ce qui sépare l'impro du théâtre classique, enfin, du théâtre de texte. C'est qu'on doit à la fois se concentrer sur le scénario, donc faire le travail de l'écrivain et du metteur en scène. Donc d'où les qualités qu'il faut développer d'écoute, de mémoire. Parfois on se fait des petits pièges entre nous, on va citer 10 prénoms dans l'impro, il va falloir tous s'en souvenir. Et après le deuxième type de travail, ça c'est le travail de tout comédien qui fait du théâtre de texte également, c'est l'interprétation. Moi, je pense qu'il y a deux choses. C'est vrai qu'il y a plus sérieusement, et là je vais parler sérieusement. Il faut réaxer un peu le débat sur non, quelque quand chose même. un petit peu. Non, sérieusement, je pense qu'il y a effectivement, comme tu disais, Eh bien, je ne suis pas du tout les d'accord avec vous, bases, monsieur. les bases théâtrales, c'est-à-dire le corps, la voix, et tout ce qu'on peut proposer de manière théâtrale. Et donc, c'est bien d'avoir une. Tu m'arrêtes hein, si je dis des conneries. c'est passionnant. Non, c'est bien d'avoir une base théâtrale. Et puis, il y a des techniques propres à l'impro, comme l'écoute, la construction d'une histoire. La répartie positive, etc. Il y a une deuxième astuce qui paraît toute bête, mais c'est de dire oui à toutes les propositions. Un débutant en impro qui n'a pas encore suivi d'entraînement va de lui-même refuser les personnages ou la situation. Si quelqu'un arrive avec une relation, par exemple il est l'oncle de son propre personnage, il va tendance à dire « Ah ben non, je suis ton père ». Ça, c'est une erreur classique. Si vous commencez à dire oui, à intégrer tout ce que dit l'autre, vous pouvez commencer à construire un scénario. Mais alors justement, est-ce que c'est pas un peu risqué dans le sens, est-ce que vous êtes déjà par exemple retrouvé dans des vraies impasses en acceptant toutes ces suggestions qui viennent du public? Romain se retrouve souvent dans une impasse. C'est ça, mais grâce à C'est là où c'est le plus- Ça arrive. On C'est n'est là pas où à c'est le plus l'abri. jouissif. C'est justement quand il y a un obstacle, il va falloir le franchir. C'est cette impasse-là, elle dure quelques secondes. Et le public, il sait, parce qu'il vient voir un spectacle d'impro, il sait qu'il va y avoir peut-être un funambule qui va tomber. Et justement, il tombe, mais il se raccroche à une main, il a une tactique et il remonte sur la corde. Et c'est un peu le principe un peu dans l'impro, c'est que jamais on lâche. Jamais, quoi qu'il arrive. C'est le oui, je suis d'accord tout le temps avec toi, je construis, je tombe, mais je ne meurs pas, je continue à marcher. C'est ça que les gens viennent voir. Qu'est-ce Et- qui fait une impro réussie, justement? C'est une impro dans laquelle on fait face à des obstacles et où on les surmonte? Ben, Si on a l'impression que ça a été écrit, voilà, si le public dit non, j'y crois pas, ça a été écrit, s'il n'y a pas d'incohérence de scénario, quand c'est fluide, quand quand c'est correct. l'histoire avance et qu'il n'y a pas justement, on ne voit pas tous ces impasses, ces obstacles que seuls les comédiens qui ont l'habitude les voient et que le public dit bah là je suis bluffé. Quand les gens sont bluffés, Un décor bien dressé, des personnages bien affûtés, une très Les- bonne écoute, les des effets silences, spéciaux. quand on accepte des silences. Oui, surtout si on s'amuse, quoi. Si le Voilà, public et- s'amuse, moi, je crois qu'il y a de ça Et puis aussi. si on s'amuse aussi, c'est vrai crois que qu'il y a de plus on ça s'amuse aussi. et
Et plus on s'étonne, parce que nous, c'est vrai qu'on a joué avec l'improdrome, on les connaît, c'est des copains. Et c'est vrai qu'on s'étonne plus quand on joue avec eux parce qu'on les connaît moins que quand on va jouer tous les deux où on se connaît bien. Et on essaie quand même de s'étonner, bien sûr, tous les jours. Mais... Alors justement, qu'en est-il du rôle de la communication entre comédiens sur scène? Comment ça se passe? Est-ce que vous vous mettez d'accord pendant quelques secondes au début avant de commencer une improvisation? Ou est-ce que tout se joue pendant l'improvisation? C'est plutôt ça. Ouais. C'est plutôt ça, oui. Plutôt Ça dépend ouais. des formes théâtre. On a une catégorie, c'est 0 secondes de réflexion. Donc on part. En plus on réfléchit en amont, en plus on construit, on amène d'éléments, en plus on est en train de tuer la performance. C'est-à-dire qu'il faut partir super léger, avec uniquement un axe sur lequel on est d'accord. Et puis voilà, et puis à partir de là, on va s'amuser à le développer. Et la communication qu'on a entre comédiens en train d'improviser, elle est beaucoup plus pendant le jeu. On a une espèce de supra-communication, je ne sais pas comment on pourrait dire. On est sur un autre canal en fait, et tout en se positionnant dans l'espace, en s'envoyant des répliques, on se donne des indications. On invite l'autre, est-ce que tu as envie de me suivre là-dedans? Et l'autre va répondre, ouais, je le sens, ou je le sens moyen, moi j'ai cette idée-là. Il y a toute cette communication qui se passe en plus du jeu qui est en train de se dérouler devant les spectateurs. Mais ça implique quand même tout un travail en amont après, pour renforcer la complicité. Ouais, c'est ça. En fait, on s'entraîne comme des sportifs. Et si on fait un lien avec les matchs d'improvisation dont vous parliez tout à l'heure, en fin de compte, on est tous issus un peu des matchs d'improvisation. Et donc le cadre du match d'improvisation était bien réglé. Il y avait 20 secondes de réflexion avant d'attaquer les improvisations. Les improvisations étaient de deux sortes. Il y avait des improvisations qui étaient comparées, une équipe après l'autre, elles allaient jouer, donc 20 secondes de réflexion. Et après, il y avait aussi la mixte, où un joueur d'une équipe rencontrait le joueur de l'autre équipe. Et là, les réflexions 20 secondes étaient plus légères parce qu'il ne fallait pas trop charger le personnage afin de ne pas détruire la construction du personnage d'en face. Et en fin de compte, on s'est rendu compte qu'en passant du match à nos formules d'aujourd'hui, eh ben, ce temps de réflexion, il réduit de plus en plus parce qu'il y a maintenant une habitude de jeu, il y a une habitude et on s'est rendu compte que moins on part avec des balises et plus l'histoire, elle est improvisée et elle est spontanée. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un sadisme chez les spectateurs qui viennent voir ça, qui vous font des propositions farfelues peut-être, Romain Ballereau? Oui, ça arrive que des fois on a des propositions. Alors après, c'est à nous de les détourner. Ça, par exemple, si c'est un mot qu'on ne connaît pas. Et on a d'ailleurs créé une catégorie néologisme où on demande exprès au public de créer des mots qui n'existent pas. On peut s'amuser soit donc à changer le sens des mots, à faire un jeu de mots, à mettre le nom d'un personnage avec ce mot, ou avec la racine, à essayer de deviner un mot. Donc il y a toujours une technique après pour s'en sortir. On a aussi les mots, on a eu putain hier. Oui. Bon, on a Qu'est-ce fini par qu'on s'en fait avec sortir. L'un des extraits, ça a été de dire qu'il y avait d'autres mots qui existaient, comme le mot catin, par exemple, qui était plus poli. Donc là, ça, voilà, parce que vous parlez de communication, il y a aussi la communication avec le public. Oui. Et dès qu'on sent les rires, on est beaucoup plus, je pense, sensible au rire, au souffle, même aux interjections du public quand on est sur scène. Et là, c'est aussi un bon indicateur de est-ce que l'impro fonctionne ou pas. Une deuxième recette, c'est de ne pas dire le mot, de ne pas le redire, mais de le suggérer. C'est beaucoup plus fort que de dire le mot qui nous a été donné, généralement. Alors, comment êtes-vous devenus des comédiens improvisateurs? Comment ça se passe? Comment devient-on alors on est comédien, j'imagine, à l'origine, et puis un jour on se dit tiens, je vais faire de l'improvisation. Laurent Pitt. Nous, avec David, c'est notre formation initiale en fait. On a commencé par faire de l'improvisation. Et puis à côté de ça, dans la compagnie, on fait d'autres spectacles. On fait aussi des one-man shows, chacun le sien. On a aussi des pièces de théâtre. Voilà, on a différents types de spectacles, dont de l'improvisation. Et dans l'improvisation, on fait également différents types de spectacles. On fait le duo, on fait aussi des formes avec plus de comédiens. Voilà. Alors l'improvisation, vous la faites dans un espace connu toujours, voilà, avec votre partenaire qui reste le même. Est-ce que vous êtes dépendant justement en quelque sorte d'un... Est-ce que vous pouvez improviser n'importe où, n'importe comment? N'importe où, n'importe comment, non. Mais avec, en tout cas, quelles que soient les circonstances. Avec quelqu'un qui sait improviser sans problème, avec quelqu'un j'improvise avec David, mais je pourrais très bien improviser avec Johan ou avec les flibustiers sans problème. Voilà. Et puis le lieu, c'est mieux si ça se passe dans un théâtre, parce que c'est notre métier. Mais voilà. On est souvent sollicité en disant vous pouvez nous faire quelque chose, improviser là, et on refuse parce que justement l'impro, il y a quand même derrière, il y a quand même une rigueur, c'est-à-dire qu'il faut un cadre, il faut un public, il faut un lieu, un espace pour ça. Il faut que les gens ils viennent pour ça. Alors, on n'est pas comme des chiens savants en disant on va improviser sur n'importe quoi. Non, c'est faux, ça. C'est un peu, je trouve que ça met plus bas l'improvisation. C'est pas ça. L'improvisation, c'est voilà, il y a des règles, il y a un truc, il y a un style, il y a une diversité.
il y a une spontanéité, c'est dans un lieu et c'est fait pour ça. Alors j'irai un peu plus loin, c'est-à-dire qu'effectivement ce qui est autour, techniquement c'est important. L'histoire par exemple des lumières pour pouvoir faire le noir et dire que c'est la fin de l'histoire. Et en même temps ce qui est intéressant, à mon avis pour le public, c'est de casser les règles du théâtre à l'intérieur de cet espace clos. Par exemple jouer dans le noir, chose qu'on voit assez peu au théâtre. Ou alors d'aller jouer dans le public. Vraiment de casser les limites scéniques habituelles. Et ça, on a des bons retours généralement sur ce genre de catégorie. Personnellement, pour improviser, j'ai besoin de savoir que je vais improviser. C'est-à-dire pour m'y préparer psychologiquement avant, j'ai besoin de savoir que la performance, elle va être réalisée à partir de ce moment-là. Du coup, je me mets dans cette dynamique-là et ça me permet après de faire la performance quand vient le moment T. Mais sinon, comme ça, passer de l'un à l'autre, être moi-même et puis d'un seul coup de faire de l'impro, j'ai peur justement de maltraiter la discipline et de ne pas être à la hauteur. Donc c'est pour ça que je préfère refuser, par respect aussi pour cet art, quoi. Je pense qu'on adore tous. Et d'ailleurs, les flibustiers, on a une sorte de superstition là-dessus entre nous, c'est qu'on ne fait jamais de bis. C'est-à-dire qu'une fois que le salut s'est fait, que le théâtre c'est clos, on ne rentre pas, on ne retourne pas sur scène. Pourquoi? Parce que c'est le principe de l'impro, c'est qu'on doit y être préparé et on ne le fait pas de manière... Il y a ça, il y a aussi le fait qu'on termine généralement en chanson. On fait une chanson complètement improvisée, les couplets, les refrains avec notre musicien, donc guitariste, pianiste qui nous accompagne. Et si on faisait une autre impro après, on prendrait le risque de casser finalement cette magie de la chanson, voire faire une impro peut-être un peu moins bonne. Peut-être le risque de trop en fait qu'on ne veut pas prendre. Voilà. Est-ce qu'il y a parfois la tentation d'un spectacle à l'autre de voir des choses se refaire un petit peu comme elles se sont faites un spectacle précédent? Ah, c'est interdit. Hein. Le flibustier qui fait Chez ça... nous, c'est interdit. Nous, il est fouetté sur la place publique et il fait à la planche, il a le requin direct. On essaye de fuir ça. On a souvent les sujets d'actualité du style DSK qui n'arrêtent pas de sortir en ce moment. Je suppose que vous devez l'avoir aussi. C'est un peu vieux maintenant. Donc, on l'a toujours. Sarkozy, non? On l'a Lady toujours, Gaga. donc, Nous, voilà, on a essaie moins ce de... risque-là comme on prend seulement un mot et pas un thème. Voilà, on essaye de le retraiter d'une façon différente à chaque fois. Voilà. Il n'y a jamais de schéma récurrent, finalement, un peu les solutions de facilité en fait, quelque sorte. toutes les questions que vous posez depuis le début visent à dire en fait ce que vous faites, c'est pas de l'impro. C'est-à-dire vous pensez que pour faire de l'improvisation, il faut se rapprocher de quelque chose qui n'en est pas. Avoir un schéma ou refaire des choses qu'on a déjà fait. Or, je sais très bien que eux, comme nous, si on veut réussir à improviser, ce qu'il faut faire, au contraire, c'est aller plus loin dans l'impro. Si on essaie de refaire une impro qu'on a déjà faite, elle sera forcément moins bien. Donc je sais que leur but, à eux comme à nous, tous les soirs, c'est justement d'essayer d'improviser, de s'éloigner le maximum de schémas préétablis et au contraire de se surprendre le plus possible. Quoi. Parce que les circonstances ne sont jamais les mêmes. Et ça d'ailleurs, il y a quelque chose qui se passe à chaque fois. Par exemple, nous, il arrive qu'on a les mêmes mots reviennent. Le mot chaussette, on l'a eu 20 fois. Donc on peut, par solution de facilité, se dire je vais refaire le même extrait, celui qui a bien marché, qui a fait que j'ai été choisi. Et en fait, les circonstances ne sont jamais les mêmes. Et même si on refait le même extrait, les rires ne seront pas les mêmes. On va... Moins spontané, moins Oui, efficace. ça sera, oui, exactement. La spontanéité ne sera pas là. Moins de plaisir. Alors, vous Ça êtes tous les marchera trois dans les mêmes conditions, dans la mesure où vous jouez face à un public, vous-même. Il y a une autre discipline au sein de l'improvisation, Annabelle en parlait tout à l'heure, c'est le match d'improvisation. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent un peu, qui l'ont pratiqué, ou alors qui pourraient nous en parler? Oui, Je pense qu'on l'a tous pratiqué. On a tous pratiqué. on a commencé On a comme tous ça. pratiqué. Jean-Claude. Par contre, ce qui a fait exploser, on va dire, maintenant les spectacles d'impro d'aujourd'hui, c'est les matchs d'improvisation des années 80. Hein, parce qu'ils sont arrivés en 80 en France, ils ont commencé en 77 au Québec. Et après, les Québécois ont fait des tournées françaises. Et il y a eu des équipes à Marseille, à Lyon. Et en fin de compte, ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les jeunes, c'est la formule de match d'impro. Elle est rodée, elle reste un peu, on va dire, dans le marbre, elle est figée. Et ils veulent autre chose. Donc il y a plein de spectacles, de variantes qui se sont créés. Et puis voilà, on est un peu les enfants de ça. On est les enfants des matchs Il faut d'impro. le dire, au Québec, ça commence au départ en parodiant le sport et plus précisément le hockey sur glace. Ça en suit un petit peu les règles. La patinoire est présente. Voilà, alors il patinoire y a aussi cette notion donc, du coup, de compétition qui est introduite, ou alors du moins qui est rendue visible, dévoilée au grand jour. Alors, exactement. J'ai eu la chance de jouer 4 mois avec une équipe québécoise, justement, dans la ville de Sherbrooke, vers Montréal. Et justement, c'était non seulement un championnat, mais ils avaient des classements de joueurs
où ils comptaient exactement le nombre de points, les gens qui riaient, et il y avait un classement chaque semaine. C'était vraiment du sport improvisé à l'extrême. C'est exactement ce qu'on fait. David, là, depuis le début du festival, On en est est à à combien 33,5 rires par soir. Voyez. Voilà. Je suis quand même assez content. C'était mieux l'année dernière, hein. Laurent, il était à 32,3. 52,3. Ouais, 52,3. Donc là, Et ils ont on un essaie petit peu d'avance, de calibrer comme ça un maximum de rire dans la soirée. On a des statistiques, on a des tableaux Excel. On essaie de tenir tout ça à jour, quoi. Et justement, quelle est l'approche que vous trouvez la plus intéressante? Est-ce que c'est plutôt la compétition ou bien construire un spectacle autour d'une succession d'improvisations? Moi, je crois qu'on est assez d'accord là-dessus au sein de la Oui, troupe. on est d'accord. On préfère tous la forme Je cabaret. ne sais pas ce que tu vas dire, mais je suis d'accord. T'as le droit de me contredire à la fin si tu veux. Vas-y. Il y a quand même des pièges en impro. Moi, je crois qu'on peut aussi se fourvoyer et se tromper de piste, ne tenir compte que du décor, que ce soit pour du match d'impro, et puis après, il y a eu des dérivés qui ont été faits, notamment du catch impro, puis il y a d'autres choses encore qui existent, où l'affrontement reste, je dirais, le décorum du spectacle, mais surtout, ça doit pousser à la performance. On ne pourra jamais réussir à faire un bon spectacle en jouant contre les gens qui seront en face de nous. C'est en jouant avec qu'on arrivera. Alors après, nos qualités personnelles nous permettront de tirer notre épingle du jeu, notre registre varié, la qualité de l'interprétation, mais c'est pas en jouant contre les autres qu'on y arrivera. On obtient souvent un résultat qui est très médiocre quand on voit des gens qui s'affrontent et qui sont dans la compétition. Mais d'ailleurs, les meilleurs matchs québécois, c'est quand les équipes, justement, ne sont pas du tout dans la compétition, où la règle des autant de joueurs de chaque équipe sur scène à chaque fois. Tout ça, ça doit faire partie du décor, être intégré comme tel pour les joueurs, mais quand même apparaître comme étant ayant des véritables enjeux auprès du public. Si on leur demande de voter, ben, on va tenir compte quand même des votes. Hein. Il faut être honnête là-dessus, sinon ça sert à rien qui vote le public. Mais donc voilà, pas se tromper. On ne joue pas contre les autres, on joue avec les autres. Qui est en face en fait. Donc finalement, la règle d'or, c'est l'intégration. C'est toujours dire oui et accepter ce qui vient. Dire oui aussi à l'autre Ouais, équipe. enfin, si on dit que oui, ça mène pas loin non plus. On n'a pas le droit, il faut pas dire non, mais il faut pas dire que oui, parce que si vous me dites tiens, voici une baguette, oui, ça va pas aller loin. Il faut rajouter quelque chose. C'est oui et oui. Voilà, il faut rajouter une proposition. En fait, c'est une accumulation de propositions. Il faut accepter, ouais. Ce qu'on aime bien avec David, c'est l'idée qu'on n'a pas eu tous les deux. C'est-à-dire qu'il va proposer une idée, moi je vais proposer une idée, et le mélange de ces idées va créer une nouvelle idée qu'on n'a pas eu tous les deux et qui va être le fil rouge de notre improvisation. Nous, c'est vrai, pour notre duo d'impro, on a fait le choix de retirer tout le décorum qu'on peut avoir dans un match d'impro, de faire vraiment que de l'impro, de ne pas avoir de mise en scène. Il y a certains, dans les matchs d'impro, c'est vrai qu'il y a des concertations, il y a les t-shirts floqués, nous on a enlevé tout ça, on essaye de faire que de l'impro, alors ça donne sur une heure à peu près, je sais pas moi, 15 à 20 impro, où on essaye d'être le plus concentré possible, d'avoir le plus de folie possible, de s'étonner le plus possible. Et on tient beaucoup au fait qu'on n'a pas de concertation avant de jouer aussi, parce qu'il y en a quelqu'un qui le disait tout à l'heure. Voilà. On joue tout de suite, dès qu'on a lu le sujet, on commence. On ne se met pas d'accord avant. Ce sera le mot de la fin, on arrive au terme de cette émission. Merci à vous tous d'être venus et intervenus. Nous avions donc avec nous la compagnie de l'Improdrome qui joue tous les jours impro à chaud au Théâtre de l'Observance à 22h30. À 22h, pardon. La compagnie des Sherpas pour duo d'impro tous les jours au Théâtre des Vents à 21h30. 21h30, une demi-heure avant eux, donc vous pouvez passer nous voir et après vous allez les voir. Et puis après, on peut aller voir les Flibustiers de l'Imaginaire au Théâtre du Cabestan à 22h30. Voilà, on est décalé d'une demi-heure. Encore merci à vous tous. Je vous rappelle que vous pouvez très facilement partager cette émission sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. Que vous pouvez retrouver de nombreux débats tout aussi passionnants sur festi.tv. Je vous dis merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt.